Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui se sont connectés à ce webinaire. Je suis Luc Tardieu, c'est moi qui vais animer ce webinaire et on va parler aujourd'hui de simplification. Donc finalement, empilement organisationnel, suite de réunions trop nombreuses, circuit de décision alambiqué, inertie des modes de fonctionnement, le mot est lâché, il faut simplifier les organisations. Et l'expression fait florès depuis quelques années, mais la réalité de sa mise en œuvre, de la méthode, de la manière de l'aborder, de sa définition soulève un peu de poussière. Qu'est-ce que ça veut dire que simplifier? Comment s'y prendre? Pourquoi le faire? Avec quel angle attaquer? Par où commencer? Et pour analyser ce sujet, je reçois des acteurs qui sont réellement confrontés au sujet et qui, je dirais même aux premières loges. Donc, je reçois aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Christelle Abadi-Truchet. Christelle, tu es directrice générale adjointe de la stratégie du développement et de la communication pour Bouygues Télécom. Et je reçois également Bertrand Saint-Étienne, qui est directeur du projet stratégique d'entreprise de la SNCF, auparavant directeur de la Gare du Nord, et puis Marc Sabatier, fondateur et CEO de Julia Sterwen. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on attaque le sujet d'emblée. C'est que finalement, on parle de simplification comme si ça avait valeur d'évidence que simplifier les organisations, c'était ce qu'il fallait faire, mais sait-on vraiment de quoi on parle? Et c'est la première question sur laquelle je vous propose de vous entendre, en commençant peut-être par Christelle. Christelle, voilà, chez Bouygues Télécom, Mhm. ça veut dire quoi simplifier une entreprise? Bien, bonjour à tous. C'est une, c'est une très bonne question pour commencer parce qu'effectivement, je pense que chacun ou chaque entreprise d'ailleurs peut mettre une définition un peu différente de ce qui est attendu par une démarche de simplification. Euh, Vu de ma fenêtre, se lancer dans une démarche de simplification, c'est essayer d'éradiquer ou en tout cas de diminuer les causes de complexité au sein de l'entreprise. Et comme tu le disais, Luc, c'est vrai que les causes de complexité, elles sont multiples et elles se combinent. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin, une organisation donnée peut donner un sentiment de complexité. C'est que la façon dont on fonctionne au quotidien, c'est le résultat de plein de choses, hein, d'organisation plus ou moins claire, de rôles et responsabilités plus ou moins bien posés, d'outils plus ou moins efficaces, de process plus ou moins performants, de pratiques qui se sont constituées au fil du temps. Et parfois, la somme de tout ça fait quelque chose qui est un peu poussif avec des frictions. Et donc, se lancer dans une démarche de simplification, c'est essayer de rendre cet écosystème le plus fluide possible. Euh, et ça, c'est important aussi de se poser, quand on définit la démarche de simplification, se poser la question de pourquoi on le fait. Je pense que c'est une dimension aussi assez essentielle. Est-ce qu'on cherche à simplifier pour gagner en efficacité, pour diminuer les coûts, pour améliorer le quotidien des collaborateurs ou le service qu'on délivre aux clients? Donc, on voit que de la simplification, il y a à la fois le périmètre de ce qu'on veut adresser, de ce qu'on veut simplifier, et il y a aussi la raison profonde pour laquelle on le fait. Oui, donc déjà, dans ce que tu dis, on perçoit à la fois une dimension objective, hein, d'efficacité, de Mhm. process, d'organisation, mais aussi une dimension subjective de ressenti des collaborateurs, sur comment est-ce que je peux donner moins peut-être l'impression aux Mm. collaborateurs qu'ils luttent contre les complexités du système. Bertrand, de ton Absolument. côté, simplification? Oui, bah, je pense qu'une façon de tenter de répondre à la question, c'est de se demander à quoi s'oppose la simplification. Moi, j'ai l'habitude de distinguer la complexité de la complication. Et je pense que la simplification, c'est pas vraiment le contraire de la complexité, qui en soi me semble une donnée, malheureusement peut-être, mais inhérente à notre monde contemporain et aux grandes entreprises, hein, qu'elles soient d'industrie ou de services. On a des process complexes. Je donnerai pas le détail de comment on produit un train, mais je crains malheureusement que ça ne soit voué à rester un process complexe. En revanche, la complication, qui est cette couche de complexité supplémentaire que nous ajoutons, que les organisations sécrètent d'elles-mêmes, justement pour adresser la complexité de base. Celle-là, je pense que c'est la cible de la simplification. Et autant il faut qu'on arrive face à
la complexité irréductible à l'expliquer, autant il faut arriver, je reprends le terme, effectivement, à éradiquer la complication inutile. Donc il y a d'un côté un effort de pédagogie, je pense, de transparence à faire sur les données complexes qui nous entourent, et d'autre part, un effort pour le coup vraiment volontariste de simplification sur quelles sont nos marges de manœuvre pour retirer toutes ces couches de complications inutiles. Moi, j'aime bien la formule de note d'effort ou de taux d'effort qu'on Mm. impose, que ce soit à nos collaborateurs ou à nos clients. Et je pense que la visée finale, finalement, de la simplification, c'est ça, c'est faire en sorte que lorsqu'on est client d'un service, lorsqu'on est collaborateur dans une entreprise, l'effort consenti au quotidien pour recourir à ce service ou pour faire son job soit le plus minime possible. Et donc la simplification, pour moi, c'est ça essentiellement que ça vise, c'est qu'on puisse chacun faire son job, chacun être traité en client de façon la plus simple et fluide possible. Donc, d'accord, donc pas de fausses promesses, entre guillemets, la SNCF ou Bouygues Télécom ne seront pas simples demain. C'est-à-dire, il y a des complexités, tu le dis, inhérentes à une industrie de transport, technique, complexe, une industrie de réseau. Un réseau mobile, c'est complexe par nature. La question, c'est la surcouche de complications qu'on rajoute là-dessus. Marc, qu'est-ce qui fait? On voit hein, que la définition elle-même, c'est pas si simple que ça à détourer. Qu'est-ce qui fait que la simplification, c'est un sujet qui est complexe à aborder? Alors déjà, je trouve déjà très intéressantes les différentes réponses qui ont été faites par Christelle et par Bertrand, moi, justement, sur la définition. Je suis complètement en phase et je pense qu'elle est bien posée, cette définition, même si elle est complexe elle-même. Tu le disais, Luc, la simplification, c'est sans doute le mot qu'on entend le plus dans toutes les entreprises, chez tous les acteurs publics d'ailleurs aussi. On le retrouve partout. On entend aussi tous depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans des discours autour de la simplification de l'État. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si la simplification est partout et qu'on en parle toujours plus, sans doute effectivement qu'on n'arrive pas à trouver le moyen de la traiter. Alors, pourquoi? Nous, on a la chance dans notre métier d'être un observateur d'un grand nombre d'organisations. Il y a quand même un certain nombre d'invariants hein, qui sont malheureusement assez nombreux. Là, je reviens sur ce que disait Christelle. La complexité ou la complication, comme le disait Bertrand, c'est pas un sujet en particulier, c'est plein de choses qui sont entremêlées les unes avec les autres et qui font que le résultat de tout ça, c'est qu'on a du mal à s'y retrouver, et alors qu'on soit un collaborateur, qu'on soit un client ou qu'on vive dans une organisation. Bon. Ce que je vois aussi, c'est peut-être deux dynamiques contraires hein, qui sont un peu décourageantes. On a d'un côté des entreprises qui se réorganisent en permanence, qui améliorent leurs processus, qui mettent sous contrôle leur fonctionnement, qui mènent des programmes de transformation managériale, des programmes d'engagement, qui mettent en place des comités avec pour volonté justement faire en sorte que les décisions soient collectives, hein, qui prônent aussi l'orientation, la culture client. Elles ont tout fait bien. Elles ont tout fait bien, mais d'un autre côté, ces mêmes entreprises, année après année, elles se plaignent, à raison, d'être toujours plus lourdes à manœuvrer, avec des structures de coûts qui sont toujours plus insupportables. Euh, Elles se plaignent de mettre beaucoup trop de temps à sortir le nouveau produit. Elles se plaignent d'avoir des managers qui ne managent pas, de ne plus être capables d'innover, d'avoir des projets qui s'enlisent, etc. D'avoir aussi d'ailleurs des collaborateurs, on l'a dit, hein, qui se désengagent, dont la santé mentale se dégrade, des taux d'absentéisme qui décollent. En fait, il y a cette espèce de paradoxe-là. On fait tout bien et en même temps, on le voit bien, sans doute, qu'on fabrique de la complexité. Alors, je parle d'un variant, malheureusement, il y en a beaucoup. C'est Christelle qui en parlait tout à l'heure. Je prends l'exemple, parce que j'ai cité les comités, je ne fais pas une fixette là-dessus, mais c'est un des sujets, mais c'est la prolifération des comités. On me demande voilà, d'être responsable, d'être autonome, mais on multiplie les comités qui sont parfois des alibis pour prendre des décisions collectives, certes, mais au risque d'ailleurs de diluer les responsabilités, et puis de faire prendre à des comités des décisions qui devraient me revenir à moi en tant que manager. Hein. Et ces comités, c'est aussi parfois des pansements hein, pour soigner des problèmes de transversalité, mais voilà, on fabrique en fait des objets organisationnels par-dessus une organisation qui devrait fonctionner sans eux. Voilà, je ne dis pas qu'il faut supprimer les comités, je dis juste qu'il y en a beaucoup trop, souvent, et en trop grand nombre, ils sont un peu nocifs vis-à-vis de la responsabilité et de l'agilité d'une organisation. Et la responsabilité, l'autonomie, elle est souvent pas loin derrière les notions de simplification.
D'accord, mais alors du coup, quand je vous écoute, on parle de comité, on parle de process, on parle d'absentéisme, de décision, on parle de strat, ça fait beaucoup tout ça, et j'imagine que les gens qui veulent attaquer un projet de simplification de leur organisation, les gens qui nous écoutent, une des questions qu'ils peuvent se poser, c'est, je commence par quoi? Comment est-ce qu'on attaque le sujet? Est-ce que c'est un sujet individuel, de responsabilité individuelle, d'arriver à diminuer des strates de décision, d'essayer de procéder différemment? Est-ce que c'est un problème collectif? Comment, comment est-ce que vous attaquez le sujet et de quelle façon on peut faire ses premiers pas, si j'ose dire, dans des projets comme ça? Et peut-être Bertrand en premier et puis ensuite Christelle. Et puis Marc, je te laisserai réagir à la suite de ça. Ça marche? Je pense qu'il y a la double dimension, bien évidemment. Il y a à la fois, et je pense que c'est important quand on entre dans le sujet de la simplification, de bien distinguer ce qui va relever d'actions concrètes, de résolution de problèmes donnés, d'irritants collaborateurs au sein de l'entreprise, et de ce qui va relever d'une logique beaucoup plus diffuse, on pourrait dire culturelle, qui là fait appel à l'individu et à l'habitus même de chacun et à ce qu'il va incarner, à ce qu'il va répandre autour de lui dans son environnement de travail pour diffuser des comportements de simplification. Dans le premier cas, la résolution d'irritants, trancher des nœuds complexes qui sont des points de douleur pour le collectif. Là, on est dans une approche qui fait appel forcément à des experts, à des compétences croisées, et on ne peut pas faire sans se mettre à plusieurs autour de la table. Et même si ça prend plus de temps, le résultat à la fin sera quand même plus intéressant d'avoir bâti avec l'ensemble des parties prenantes le process de simplification qui va permettre de résoudre un irritant donné. En revanche, sur la dimension plus culturelle, là, enfin, ça fait appel à des soft skills en réalité, hein, qui sont à la fois une forme de lâcher prise, notamment quand on est dirigeant, ne pas assommer ses équipes de demandes de reporting en tous sens, savoir davantage déléguer, savoir parfois se retenir. Parfois, simplifier, c'est décider de ne pas faire. Et les dirigeants ont à ce titre une responsabilité essentielle lorsqu'ils impulsent des projets, des initiatives nouvelles. Bah, au moins, il est de bon ton de s'assurer auprès de ceux qui vont être chargés de la mise en œuvre que bah, il y a bien une nécessité de faire. Et là, pour le coup, ça fait appel dans les cultures individuelles et les cultures d'entreprise à parfois une remise en cause de l'habitus parce que c'est pas forcément valorisé de ne pas faire. Au contraire, c'est très français peut-être, et en particulier dans des boîtes d'ingénieurs, et j'ai rien contre les ingénieurs, mais ce qui est valorisé, c'est créer quelque chose, c'est ajouter, c'est répondre à un problème par quelque chose de nouveau, lancer des choses dans l'atmosphère plutôt que en retirer. Et donc, c'est pas du tout naturel, en fait, pour plein de gens, y compris des dirigeants, de parfois choisir de s'abstenir ou de débrancher, décommissionner. Donc, vous voyez, on est vraiment au croisement, je pense, entre effectivement cette dimension individuelle et dans l'individuel, je pense que vraiment, je le redis, les dirigeants ont une responsabilité majeure parce qu'ils vont donner l'exemple, mais aussi collective parce que le dirigeant seul n'a pas l'expertise suffisante pour craquer ensuite les sujets techniques dans le détail, mais son impulsion restera première. Ok, donc l'impulsion du dirigeant, les irritants d'un côté, là c'est plutôt expert, et sur la culture, comment est-ce qu'on fait pour aussi s'abstenir de faire? Christelle, ça fait écho pour toi, ce que dit Bertrand? Oui, tout à fait, parce que finalement, la complexité d'une démarche de simplification, on l'a vu, c'est que la complexité provient de plein de causes différentes. Et de la même manière, pour réussir à simplifier, il faut mettre en mouvement toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc là encore, on est sur une dimension multiple. Ça démarre, je suis tout à fait d'accord, hein, avec l'engagement et le rôle modèle des dirigeants. Parce que s'ils n'ont pas une volonté farouche de se lancer dans la démarche, ça ne marchera pas. Ils doivent donner le signal, ils doivent montrer l'exemple.
Et il y a un certain nombre d'éléments de potentiel de complexité de l'entreprise qui émanent de la façon dont l'entreprise est organisée, la gouvernance est posée, ou les décisions sont prises. Donc ils peuvent énormément contribuer à simplifier en donnant des gages sur ces éléments-là. À l'autre bout du spectre, les collaborateurs ont aussi une part de responsabilité importante, hein. Il y a des fonctionnements qui ressortent de l'histoire, de la culture de l'entreprise, des habitudes. Donc, si on veut simplifier, il faut accepter de changer. Donc, il faut que les collaborateurs jouent aussi un rôle dans ces changements. Au début, ils sont très appétants parce qu'ils ont envie que ce soit plus fluide. Bon, et quand ils découvrent que ça nécessite aussi pour eux de bouger des lignes, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Et entre les deux, on a le management de proximité, le middle management, qui a un rôle absolument essentiel parce que ce sont eux qui vont au quotidien donner du sens, qui vont encourager, qui vont éviter que les efforts se perdent. Et donc, leur rôle, hein, pour réussir la simplification de l'entreprise est absolument crucial aussi. Donc, on voit que tout le monde doit être mobilisé, embarqué et tenir l'effort dans la durée. Et on découvre quelque chose quand je vous écoute, qui est que la simplification, on pourrait penser au regard de l'introduction qu'on en a donnée, que c'est un sujet relativement consensuel. Tout le monde a envie que ce soit plus simple d'une certaine manière, mais quand on le met en œuvre, c'est vraiment plus simple pour tout le monde. On n'a que des gens heureux quand on cherche à simplifier une organisation. Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Moi, je veux bien commencer. Je pense qu'au début, c'est quelque chose qui est perçu positivement par tout l'écosystème de l'entreprise, par toute l'organisation. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises au monde, hein, quand on pose la question aux collaborateurs, est-ce que votre entreprise est simple, qui répondent à l'unanimité, oui, tout est simple. Donc on a toujours envie d'avoir quelque chose de plus simple pour soi, vu de sa fenêtre. Donc le démarrage est assez facile. Et après, quand on arrive aux solutions, à ce que ça nécessite de modifier, bah, là, forcément, il y a un peu de résistance au changement, donc ça peut être plus difficile. Donc, il y a plusieurs, finalement, moments clés. Réussir le lancement de la démarche, mais aussi réussir à la tenir dans le temps, qui sont des points d'étape cruciaux pour arriver à bon port. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Christelle, et de façon très cash, et pour répondre à ta question, Luc, c'est vrai que la simplification, c'est un peu comme le changement, c'est-à-dire effectivement tout le monde a envie que ce soit simple, mais le problème c'est que simplifier, ça remet en cause un certain nombre de choses. Je vais donner des exemples très, très clairs. Faire en sorte qu'il y ait moins de personnes dans une réunion, bah, ça veut dire que peut-être je ne vais pas être à certaines réunions, et être dans le casting d'une réunion, c'est un statut social, en fait, c'est une reconnaissance. Je fais partie de ceux qui sont, alors que j'ai un avis sur la question, que je serve à quelque chose ou pas, hein, encore une fois, je suis cash, hein, être dedans ou pas être dedans, c'est très différent. Être partie prenante dans un process de décision qui cascade sur 5 niveaux, je caricature à peine, même si ma valeur en termes de prise de décision est très faible, voire nocive quant à la simplification, eh bien, je suis dans le circuit de décision. Voilà. Donc, il y a plein d'endroits où culturellement, dans l'entreprise, être présent ou pas être présent, ça change énormément de choses pour moi. Et donc, ce qu'on voit très, très souvent, c'est quand même que tout le monde a envie de simplifier, mais un peu comme le changement, mais surtout pas autour de soi. Hein, C'est quelque chose que tu perçois aussi, Bertrand, ce contraste entre l'envie pour tous d'y aller, l'attractivité du sujet, et puis sa réalité quotidienne de bah, ça rend pas que des gens heureux de ce qui va être décidé pour simplifier. Non, je suis d'accord, c'est quand on rentre dans le dur que ça se tend, d'où l'importance de bien avoir d'abord donné le sens, parce que si on se contente de la simplification comme un slogan, effectivement, ça va être consensuel, mais on ne se sera pas dit les vraies choses derrière et les conséquences que ça emporte. Donc, première chose, c'est donner le sens. Pourquoi on veut simplifier? Ce que disait Christelle tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va chercher à la clé? Est-ce que c'est
de la compétitivité? Est-ce que c'est la satisfaction client, du bien-être pour les collaborateurs? Il faut se donner le but. Il faut aussi poser la méthode. Et je parlais de co-construction tout à l'heure, ça me semble essentiel pour que justement, quand on va remettre en cause les habitudes bien établies en simplifiant, eh ben, chacun ne se sente pas lésé dans ses intérêts parce qu'il sera partie prenante du processus de simplification. Et puis, je pense aussi qu'en méthode, recourir à des panels ou des groupes témoins qui vont permettre de se donner une légitimité en cours de projet de simplification. Ça fait un peu corde de rappel et c'est plutôt bienvenu aussi. On peut toujours aussi, lorsqu'on se heurte à des résistances, notamment de l'encadrement ou des dirigeants, leur tendre le miroir de la voix du client ou la voix des agents. Enfin, les baromètres internes servent aussi à ça, et ça permet d'objectiver un certain nombre de réalités parfois durement ressenties par le corps social d'une entreprise, et que des dirigeants peuvent parfois avoir tendance à nier ou à minimiser. Voilà, en fait, en réalité, on a les outils de mesure, et ça vaut de la même façon pour la satisfaction client, bien évidemment, qui permettent de poser le problème et ensuite de se donner vraiment toutes les conditions pour embarquer. Mais c'est un effort permanent, effectivement. Et vous avez dit plusieurs fois, on a parlé de la culture, de l'effort que chacun doit faire. Vous avez beaucoup utilisé l'expression partie prenante, tous les trois. Mm. Ça veut dire que fabriquer de la complexité, c'est un sport collectif, là pour le coup. C'est-à-dire, on fabrique des nœuds à plusieurs. Comment ça se passe? Et on comprend en vous écoutant que dénouer ces nœuds-là, c'est forcément prendre des gens qui sont de différents horizons. C'est-à-dire, c'est des problèmes qui touchent plusieurs cases, si j'ose dire. S'ils touchaient qu'une seule case, ce serait un problème d'équipe, quelque chose comme ça? Bah, je pense qu'effectivement, la complexité, elle est souvent aux interfaces, en fait, hein. Quand je suis tout seul à effectuer une tâche, je m'organise efficacement. Quand je dois le faire à plusieurs et que ça passe par le filtre de l'organisation, des rôles et responsabilités, de la gouvernance, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, par définition, la complexité naît des interfaces. Et donc, il faut une méthode, hein, pour arriver à bien poser ces nœuds qui se créent à certaines intersections et faire en sorte que de tous les côtés de ce nœud, il y ait une volonté de s'organiser autrement pour fonctionner de manière plus fluide. Alors, parce que ça m'évoque une conviction qui est assez. Je vais prendre un peu de hauteur, ce qui n'est pas bien dans la simplification, parce qu'au contraire, il vaut mieux plutôt être sur le terrain. Mais ça me fait penser à une chose aussi qui est très ancrée culturellement et qui est un peu la rançon de ce qu'on apprend, nous, au fil du temps. On sait qu'il faut faire simple, ça, on sait qu'il faut le faire. Mais je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est que depuis des dizaines d'années, en fait, on a été éduqué, on a fait nos études, on a vécu nos expériences dans des entreprises où on a finalement rencontré un peu toujours les mêmes modèles d'organisation, les mêmes modèles de gouvernance qui sont censés marcher pour tout le monde. Alors, je disais que c'était une conviction, moi je crois pas une seule seconde que ça marche pour tout le monde et qu'on vient plaquer finalement des modèles dans des entreprises qui sont en réalité toutes différentes. Parce que j'aime bien dire que chaque entreprise est unique et elle se dit unique et elle a raison hein, quand on combine son business, son marché, sa dynamique, sa culture, son environnement, son histoire, ses collaborateurs, etc. Toute entreprise est unique. Et pourtant, c'est vrai que c'est curieux, mais toutes les entreprises s'organisent à peu près de la même manière, en tout cas avec les mêmes modèles, si je caricature un petit peu, mais bon, chacun se reconnaîtra, souvent assez pyramidal, hiérarchique, drivé, souvent même d'ailleurs corseté par des systèmes budgétaires qui à la fin génèrent plutôt des principes d'exécution budgétaire que de créativité et d'initiative, hein, même si les grandes incantations vont plutôt vers la créativité, l'initiative, la culture client et l'innovation. Voilà. On peut trouver parfois des modèles différents dans d'autres entreprises. À notre modèle d'échelle chez Jules Terwen, on a un modèle organisationnel qui ne ressemble pas du tout à ceux de nos concurrents. Voilà, mais c'est parce que c'est notre dada et un système de gouvernance qui n'est pas d'ailleurs tout autant. Mais
Je pense qu'il y a un problème, c'est qu'aussi tout le monde copie un peu tout le monde se benchmark, comme si toutes les entreprises étaient les mêmes, alors qu'on sait qu'elles ne le sont pas. Voilà. Et on a une responsabilité en tant que cabinet de conseil par rapport à ça, à cette espèce de façon un peu unique de voir les choses et qui fabrique de la complexité. Je donne juste un exemple, c'est aussi mon dada. Christelle le sait bien, c'est que souvent quand vous allez demander à un cabinet de conseil de simplifier une organisation, il va vous parler span of control et delayering. La réalité, c'est que on a tous Alors Marc, vu juste, je t'interromps une seconde. Span of control, le nombre de collaborateurs par manager, et delayering, le exactement. nombre de Delayering, strates managériales. Je me permets cette petite traduction. mais tu fais bien, merci Luc. Et c'est vrai qu'on a envie de rentrer par ce truc-là, mais on a tous vu des programmes de transformation dans les entreprises de toute taille, dans des très grandes, où finalement on a essayé d'enlever une couche. Mais quand on enlève une couche, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des managers avec des équipes, et puis on enlève une couche. Hop, donc les managers ont tout de suite une équipe beaucoup plus importante. On n'a résolu aucun problème de complexité, hein. On a juste massifié en fait les problèmes dans un environnement un peu, enfin, dans un périmètre un peu plus large. Et on se dit, on a simplifié parce que on a enlevé une couche. Donc, et c'est pareil pour le span of control, donc effectivement le nombre de collaborateurs par manager. On veut tous qu'on ait des managers qui managent, mais c'est pas en regroupant les équipes qu'on règle ces problèmes-là. Voilà, donc ça pour dire aussi que les cabinets de conseil sont complices, parce que parfois rentrent par des approches qui fabriquent de la complexité plutôt qu'elles les résolvent. Bertrand, sur cette dimension parfois un peu monolithique de l'approche, vous avez préconisé quoi à la SNCF? Quelle est votre approche à vous? Et puis ensuite, on parlera un peu frais et conditions de réussite. J'en profite pour faire un petit encart s'il y a une question qui brûle les lèvres de quelques-uns des 53 personnes qui suivent ce webinaire. Vos micros sont désactivés pour la fluidité des discussions du panel, mais vous pouvez écrire vos discussions dans le question-réponse qui est activé et on se fera un plaisir d'en faire écho. Bertrand, pardon, je te redonne Oui, la parole. en rebond, moi je pense que la clé, ça fait écho à ce que vous avez dit, hein, mais c'est vraiment penser les choses de bout en bout. Si on se donne pas la vision globale, le risque, c'est simplifier localement, mais recomplexifier ailleurs. Si on a une approche trop fragmentée des sujets, en ne prenant qu'une couche, pour reprendre le terme de Marc, effectivement, on va rejeter sur d'autres la complexité qu'on aura éliminée chez soi. Donc, il faut vraiment penser end-to-end, en fait. D'où cette idée de partie prenante. Et effectivement, c'est un sport collectif. La simplification, ça prendra plus de temps, encore une fois, mais ça sera plus tangible à la fin. Je prends un exemple. On s'attelle en ce moment à un projet de simplification du parcours collaborateur. Alors, le parcours collaborateur, c'est très vaste. Et on ne peut pas le faire de façon efficace si on ne met pas autour de la table les RH évidemment, mais aussi les services SI, les services immobiliers qui donnent les badges d'accès, etc. La communication qui administre l'intranet, qui participe aussi de l'expérience collaborateur. Parce que si on traitait les choses de façon séquencée, en ne raisonnant qu'aux bornes du périmètre de responsabilité de chaque partie prenante, on prendrait des décisions qui, en réalité, causeraient des dommages pour d'autres. Donc, on se lance dans quelque chose qui va être de longue haleine, on en a conscience, mais on est aussi convaincu que c'est le gage du succès à la fin. Je le disais tout à l'heure, dans les principes qui permettent justement d'éviter l'approche monolithique ou trop bloquée. Il faut vraiment s'autoriser à écouter, voire solliciter si besoin les collaborateurs, que ce soit par voie d'enquête, de panel, etc. La voix des clients aussi, si on s'attelle à un sujet client. Et puis créer cet alignement managérial qui reste essentiel au départ. Donc, rappeler le sens en permanence. Et il est possible de le faire, je pense, d'une manière positive, j'allais dire quasiment festive ou ludique, mais on peut enchanter aussi la simplification. Je veux dire, ça peut être quelque chose qui, managérialement, est assez puissant lorsque vous obtenez des premières victoires, de les célébrer. On ne va pas attendre d'avoir abouti complètement sur la simplification du parcours collaborateur pour enfin s'auto-congratuler. Chaque étape va compter.
Et donc, il faut ainsi rythmer la simplification, la raconter, la donner à voir. Nous, on fonctionne beaucoup avec le avant-après. Chaque mois, des petites capsules vidéo qui viennent raconter aux salariés du groupe ce qui a changé sur un point précis. C'est pas le grand soir, le grand matin, mais il y a un élément, un point précis de leur expérience collaborateur, par exemple, qui a pu déjà évoluer. Donc ça compte aussi beaucoup pour l'embarquement. D'accord, et on sent que du coup le management intermédiaire, il a une espèce d'arbitrage à faire entre relâcher un peu le contrôle, accepter une forme de pouvoir qui est peut-être un peu différente de ce qu'il avait, et le bénéfice que ça a pour les équipes, étant entendu qu'il s'agit surtout pas de ce que j'en comprends, pour prendre une métaphore, de débarrasser son bureau en le mettant sur celui du voisin. Il faut arriver à simplifier l'ensemble et à le regarder de manière collective. J'ai une question qui m'est arrivée et que je voudrais vous poser, qui me semble tout à fait intéressante, puisque ça vient quelque part associer deux grands sujets du moment. On me demande, est-ce que l'IA va être un levier de simplification? Ou en tout cas, est-ce que vous le voyez comme, ou comment vous l'appréhendez en vous disant, bah, peut-être que ça peut simplifier les organisations ou pas? Et c'est une question que je vous pose à tous les trois. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier sur le sujet. Et merci Eve pour cette question. Bon, je veux bien y aller commencer si vous voulez. Oui, c'est un levier, c'est pas le levier de simplification. L'IA, c'est pas la simplification, mais effectivement, associer des démarches de simplification, on va dire plus organisationnelles sur les modes de fonctionnement au quotidien, parce que c'est ça que vivent les collaboratrices et les collaborateurs en termes de complexité ou de simplification. Mais, euh, mais l'intelligence artificielle qui fait gagner du temps, l'intelligence artificielle moi que j'appelle un peu derrière l'épaule, on the job, qui permet euh, enfin, d'automatiser des tâches qui sont un peu fatigantes, irritantes, etc. C'est en tout cas perçu comme de la simplification. Ce qui est certain, c'est que ça peut faire gagner du temps. Et quand ça fait gagner du temps, on a sans doute un peu plus de prise de hauteur, on sent un peu mieux les choses et psychologiquement, culturellement, en fait, on va ressentir une simplification. Et la simplification, c'est pas que du hard, c'est aussi du ressenti. Oui. Christelle le disait tout à l'heure, toute entreprise ou toute organisation, enfin, dans toute organisation, si vous posez la question aux collaborateurs, ils vous diront que c'est compliqué, même quand c'est simple. Donc, le ressenti est absolument important, super important. Et l'IA peut aider à ça. Peut-être Christelle, Bouygues Télécom, Ouais. c'est une entreprise très tech. Mm. Il y a une affinité Mm. avec le sujet. Est-ce que l'IA, c'est un gros levier chez Bouygues Télécom? En tout cas, ça fait partie de la boîte à outils. C'est pas la Hmm. réponse à tout, effectivement, euh, mais je disais que dans les causes de complexité, il peut y avoir des outils un peu poussifs, déficients. Donc forcément, l'IA peut apporter des réponses à ça parce que elle va. Bon, dans les causes de complexité dans une entreprise, les collaborateurs vont parfois citer le fait qu'ils ont du mal à trouver la bonne information au bon moment Mhm. ou la bonne personne qui va être leur interlocuteur au bon moment pour Mhm. résoudre un problème. Ou parce qu'effectivement, ils perdent beaucoup de temps à faire des choses sans valeur ajoutée et que du coup, ils sont plus en difficulté sur le reste. Donc, sur toutes ces thématiques-là, l'IA, c'est une opportunité fantastique. Je vais prendre l'exemple de nos conseillers de clientèle. Aujourd'hui, ils ont une console qui leur pousse en temps réel toutes les informations dont ils ont besoin. Ils n'ont plus besoin de faire l'effort tout en écoutant le client qui les contacte pour un problème donné. Ils n'ont plus besoin par eux-mêmes d'aller chercher la base de connaissances qui va leur donner les étapes à suivre ou les éléments techniques de réponse. Ils vont avoir tout de suite ces éléments-là qui vont apparaître sur leur écran. Ils vont avoir un résumé d'appel instantané qui leur permet d'avoir en Mhm. tête, sans se préoccuper, les points clés de l'échange, Mhm. etc., etc. Donc, oui, l'IA, c'est un formidable outil pour faciliter la navigation entre les outils, pour aller plus vite sur des tâches, gagner du temps. Et du coup, l'air de rien, avoir plus de temps dans les interactions. Mhm. Interactions avec le client si je suis sur un front desk ou en interaction avec mes collègues si je suis au siège. Et ça, l'air de rien, c'est déjà une source Oui. d'oxygène pour la simplification. Bertrand, IA, simplification, est-ce que ça Alors, t'inspire? côté SNCF, la stratégie IA, elle est en fait intégrée à la simplification. Mais en effet, ça n'est qu'un outil. Et on ne raisonne que par cas d'usage.
circonscrit, bien borné, bien délimité, avec un test qui a déjà été réalisé, qui a donné des choses concluantes et qui est validé. C'est pas de l'IA tous azimuts en ouvrant les vannes, au risque pour le coup de démultiplier des usages désordonnés, désenchevêtrés et de faire naître une complexité nouvelle, ne serait-ce que parce que vous auriez des collaborateurs qui utiliseraient de façon parallèle des outils qui ne se parleraient pas. Donc on essaye parce que c'est encore l'aube de l'ère de l'IA, mais on essaye de cadrer les choses par cas d'usage. Quelques exemples, effectivement, j'aurais pu prendre celui de la relation clientèle, mais plutôt pour le back-office, je peux vous citer le cas de l'analyse des appels d'offres. Un assistant IA aujourd'hui fait gagner de précieuses heures à des équipes d'acheteurs dans l'analyse des dossiers des entreprises reçus à nos appels d'offres. C'est évidemment un gain de temps qui est inappréciable et qui permet, et je pense que ça, dans le message porté aux collaborateurs, c'est absolument clé. C'est valorisant pour eux-mêmes, ils sont pas dépossédés de leur travail, parce que ça va leur permettre de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les tâches d'analyse en particulier ou de stratégie. Ce qui est intéressant quand même, c'est que l'IA, oui, peut être au service de la simplification, mais la simplification est quand même souvent un préalable pour que l'IA fonctionne. Si votre base de données, c'est le chaos absolu, l'IA, elle sera inopérante. Il faut d'abord faire le ménage pour qu'ensuite les outils IA que vous avez choisis puissent tourner à plein régime et savoir exploiter vos données internes. Or, bien souvent, pour les raisons qui ont été dites, hein, de stratification historique, d'enchevêtrement, on n'a jamais pris le temps de nettoyer. On a une arborescence qui n'en est plus une. Et donc, en fait, si on déploie des outils IA dans un environnement qui n'a pas été un minimum rangé et simplifié au préalable, bah c'est un prérequis qui sera pas rempli pour que l'IA produise ses effets. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Alors, Ok. en complément, pour autant, moi, je crois quand même pas mal dans la capacité des collaborateurs à prendre en main des outils d'IA générative et à trouver dans leur périmètre. Alors, évidemment, l'idée n'est pas d'interférer avec les SI globaux de l'entreprise ou des bases de données qui du coup seraient plus forcément bien rangées. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve que pouvoir leur mettre en main toute une batterie d'outils, surtout aujourd'hui avec l'IA agentique, ça peut être quand même un vrai vecteur d'accélération. Donc nous, par exemple, on vient de lancer pour tous les collaborateurs, c'est accessible pour eux, un studio IA avec plein d'agents qui peuvent utiliser. Ils peuvent même du coup construire assez facilement des agents d'agents pour pouvoir eh bien, automatiser des tâches dans leur métier particulier. Parce que c'est vrai qu'on peut au global agir sur les grands process de l'entreprise, mais au quotidien, il y a aussi des tas de choses que l'IA peut venir simplifier et qui sont vraiment spécifiques à chaque métier, chaque équipe. Ok. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans notre fil, puisque finalement, on a parlé beaucoup de leviers, de possibilités. Mhm. Quand on se lance dans une démarche de simplification, comme vous le faites tous les deux, qu'est-ce qu'on a comme frein, comme condition de réussite? Finalement, si on peut éclairer un petit peu les gens qui nous écoutent autour de ça et qui nous regardent sur où est-ce que je peux m'attendre à avoir des freins, où est-ce que je peux, quelles conditions de réussite je peux réunir, quels leviers. Et je ne sais pas lequel d'entre vous commencez, peut-être Bertrand, puisque je sais, elle vient de prendre la parole. Mhm. Oui, bah, je ne sais pas trop me répéter, mais je pense qu'un des principaux obstacles, c'est quand même le temps et l'énergie que ça implique de simplifier. Hmm. Enfin, c'est malheureux, mais il n'y a pas plus difficile que de faire simple. Ouais. Donc, pour arriver à créer l'alignement et dégager le temps nécessaire pour avoir de vrais résultats, hein, je pense que c'est quand même la première barrière à l'entrée.
Mais d'où l'importance de la volonté d'un top management motivé, décidé sur le sujet, pour justement que chacun prenne ce temps. Ensuite, il y a l'inévitable remise en question. Ça va bousculer des habitudes, ça va remettre en cause des intérêts bien établis. Euh, voilà, enfin, je le disais tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut la corde de rappel, c'est la voix de l'agent, la voix du client. Voilà, c'est quand même Ouais. le driver. D'où après des conditions de réussite là, que je vais pas redire, mais je pense voilà, il faut le raconter, faut le donner à voir, faut l'enchanter. C'est quelque chose d'extrêmement motivant, voire enthousiasmant. Quand les premiers résultats sont là, c'est extrêmement gratifiant. Et donc, il faut savoir en donner sa part à chacun. Et puis, bien prioriser aussi. Parce que si on ouvre la boîte de la simplification, ça peut très vite partir dans tous les sens. Donc, il faut arriver à se doter de quelques outils pour quantifier et objectiver là où sont les vrais points de douleur, là où on va toucher le plus de monde en résolvant les problèmes, plutôt que s'éparpiller, où là, pour le coup, on risque de perdre un peu de temps et d'énergie sur des choses qui, au fond, ne concerne finalement pas tant de personnes que ça. Donc la notion de priorisation est quand même essentielle. Il faut à un moment donné choisir ses combats. Ok, très bien. Et de ton côté, Christelle, qu'est-ce que tu as identifié comme frein, comme condition de réussite à tout ça? Et je fais une petite parenthèse, j'ai eu énormément de questions de l'audience autour de l'IA, mais comme c'est pas le sujet central, je suis le conseil de Bertrand, je fais des renoncements. J'espère que je ne génère pas trop de frustration chez vous. Christelle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être évoqué, donc je vais juste essayer de compléter. Dans les freins, il y en a un qui peut être le fatalisme. C'est-à-dire qu'en général, quand on lance une démarche de simplification, il y a déjà eu des tentatives avant, plus ou moins globales, plus ou moins, voilà. Donc, les collaborateurs ou les managers vont avoir tendance à dire non, mais on l'a déjà fait, on a déjà essayé, ça n'a rien donné, donc pourquoi cette fois-ci ça marcherait? Donc ça, c'est le premier frein qui est assez instantané. Donc du coup, celui-là, c'est important de le lever en montrant qu'il y a une volonté, une méthode, une approche qui sont différentes. Sinon, on se heurte déjà à ce premier mur. Ensuite, comme ça prend du temps, on l'a vu, si on veut l'aborder de manière un peu complète, équipe par équipe, progressivement, ça prend du temps. Et le deuxième frein, ça va être le risque de découragement, le risque que ça soit plus une priorité et que voilà, et qu'il y ait moins de mobilisation sur le sujet. Donc le deuxième frein, c'est comment on arrive à maintenir un momentum, le temps qu'il faut sur ce sujet-là. Donc du coup, et puis le dernier frein, hein, juste je vais le répéter parce qu'il est important, c'est qu'au début c'est sympa et puis après ça vient bousculer les périmètres ou les habitudes de chacun, donc il va y avoir des freins au changement. Donc ces trois freins, il faut vraiment les anticiper. Et du coup, pour réussir, il faut vraiment qu'il y ait de la sincérité dans la démarche. Une fois qu'on a plongé dans le programme de simplification, on est tenu par cette promesse, hein, et la promesse est dans le nom. Donc, il faut y arriver. Donc, il faut être vraiment sincère et accepter d'aller jusqu'au bout de cette démarche pour les collaborateurs. Donc, il faut être très engagé. Il faut que l'équipe dirigeante ne change pas de cap. Il faut que le sponsorship sur le programme soit vraiment fort pour pas dévier. Et il y aura des tentations pour dévier. Il faut effectivement, je rejoins aussi le point qu'il faut communiquer régulièrement sur des succès, sur des résultats concrets pour montrer que ça marche et qu'il faut perdurer enfin, il faut vraiment continuer les efforts. Et puis, il faut se donner le temps parce que ça prend du temps. C'est un long chemin. On sent une certaine tension hein, dans ce que vous dites, ou en tout cas quelque chose qui est l'ordre de la tactique à avoir, qui est qu'on sait que c'est une démarche qui prend du temps, qui s'inscrit dans la durée, et en même temps, il faut montrer que ça marche avec des résultats probants. Cette tension-là, j'imagine qu'elle n'est pas forcément simple à tenir. Marc, tu peux réagir un petit peu sur ce qu'on Ouais. dit Christelle et Bertrand? Ouais. Je suis évidemment en phase avec ce qui vient d'être dit, donc je vais essayer simplement de rajouter des choses.
parce que des freins, malheureusement, il y en a à l'appel, hein, c'est pas compliqué à trouver. J'ai envie de revenir sur quelque chose qui est aussi très culturel ou au moins social, j'ai envie de dire, c'est ce que je vais appeler une forme d'accord tacite et silencieux pour l'immobilisme, on va dire. Je vais prendre un exemple. Euh, combien de COMEX, par exemple, se plaignent de devoir prendre des décisions qui ne sont pas de leur niveau, mais ils les prennent. Ils font d'ailleurs remarquer que ce n'est pas leur rôle de les prendre, mais au final, ils ne sont pas si mécontents de s'en être occupés. Et dans le même temps, le manager, dit responsable, hein, a vu son point de décision donc remonter au COMEX. Bon. Évidemment, il s'en plaint, hein, et il a raison. Mais lui non plus, il n'est pas si mécontent que le COMEX ait pris la décision à sa place. Voilà. Et ce que j'évoque là, ça marche aussi bien dans chaque strate de management. Là. Et là, enfin, vous le savez, quand je le raconte comme ça, ben, on a perdu tout le monde en fait. Et on a créé de la désillusion partout. On a décrédibilisé ce qu'était la responsabilité, euh, la prise d'initiative, ce qu'on attend des managers, à qui on dit pourtant vous êtes responsable, prenez vos décisions, etc. Et donc finalement, prendre une décision, c'est devenu un peu le singe là qu'on fait passer sur l'épaule du voisin, même pour des petites décisions parfois. Et ça, c'est un frein qui est important parce que, et ça revient un petit peu d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure, où tout le monde n'est pas forcément euh, euh, tout le monde a envie de simplification, mais est-ce que tout le monde est prêt à vivre dans quelque chose qui est vraiment responsabilisant, autonomisant, où la complexité est partie? Ben, c'est plus compliqué. Il y a un vrai changement à vivre et à accepter. Euh, je reviens très brièvement sur le fait que la simplification, donc, elle n'est pas demandée par tout le monde non plus. Hein. Donc, c'est pas évident. Et puis, peut-être un dernier point qui n'est pas forcément un frein, mais qui est un point de vigilance. Moi, j'aime bien le rappeler. Dans les entreprises, souvent, on définit, on se transforme, on transforme tout, et c'est très bien. On optimise les process, on redéfinit des organigrammes avec des missions, on écrit des politiques, on écrit des règles, on écrit des procédures. Mais il y a un truc auquel on touche jamais, on n'ose pas le toucher d'ailleurs, et je pense que c'est le plus important parce que c'est la vie des collaborateurs au quotidien. Vous savez, j'aime bien dire ça, c'est ce qui se cache derrière. Chez nous, ça se passe comme ça. Vous arrivez dans une entreprise, on vous dit ça, vous faites comment? Ah, chez nous, ça se passe comme ça. Ou ça se fait comme ça chez nous. Et ça, personne s'autorise à toucher à ça. C'est une espèce de truc un peu sacré. Christelle disait tout à l'heure, c'est aux interfaces que sont les problèmes. Ben oui, c'est entre les process, l'organisation, c'est une espèce de rituel, de pratique, d'habitude qui, pour le coup, diffère pas mal d'une entreprise à une autre. Et ça, là, on touche au vrai mode de fonctionnement, au vrai mode d'interaction, à la culture d'interaction qui occupe le clair de nos journées, qui occupe le clair des journées des collaboratrices, des collaborateurs dans les entreprises. Ça, on n'y touche pas. C'est sacré. Et malheureusement, c'est beaucoup là que ça se passe, la complexité ou la simplification. On s'y attaque jamais. Merci Marc. J'ai beaucoup de questions autour de la culture. Alors je vais essayer de faire un petit potpourri, Mathilde et Aline, de vos deux questions qui est en ligne. Sur le sujet de la culture, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? C'est-à-dire, est-ce que ça nécessite pas là aussi l'intervention du comité de direction? Comment est-ce qu'on convainc les gens qu'il faut faire cette transformation culturelle ou cette évolution culturelle profonde? C'est pas facile d'expliquer ça à tout le monde et de le rendre désirable. Donc ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous avez comme conviction sur le sujet. Comment est-ce qu'on rend désirable cette évolution de la culture? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien commencer. Je pense que c'est plus facile si on lance une démarche de simplification qui va éventuellement toucher à des éléments culturels, si on le lance dans un cadre stratégique plus large. Si au même moment, on a un programme de transformation de l'entreprise où on repart en conquête sur le marché, où on modernise l'entreprise de manière globale parce que la technologie, l'IAG, parce que voilà, on s'attaque aussi au mode de fonctionnement. Du coup, on peut en parallèle travailler sur la culture et notamment sur la culture managériale parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut vraiment que toutes les parties prenantes se lancent dans le projet et qu'on a notamment énormément besoin des managers parce que ce sont eux au quotidien qui vont incarner cette nouvelle forme de simplicité.
Et du coup, pour vraiment qu'ils se sentent moteurs, acteurs et qu'ils évoluent sur des éléments, si au même moment qu'on lance un programme de simplification, on arrive à travailler sur la culture managériale notamment, donc de reposer des valeurs, de reposer des comportements, et bien là, on se donne beaucoup plus de chances d'arriver à bouger les curseurs sur la partie simplification. Ouais, et on sent entre ce que disait Marc tout à l'heure sur les comités, sur les décisions et sur ce que tu dis là, que la relation, et je reprends un des points qui a été soulevé par Carole qui nous écoute, sur la relation entre la question de la simplification et la question de la représentation du pouvoir, qui est souvent d'ailleurs un des points bloquants. Bertrand, tu veux réagir sur ce point? Oui, alors je suis entièrement d'accord que on touche vraiment à du culturel. Et pour que la simplification ait du sens en termes managériaux, ça nécessite, à mon sens, deux clés qui sont l'écoute et les marges de manœuvre. Si on a des managers qui sont à l'écoute, mais qui n'ont pas de marge de manœuvre, ils pourront effectivement être en relais, se faire la chambre d'enregistrement des doléances, aider à poser un diagnostic sur ce qui coince dans la boîte, mais eux-mêmes vont être frustrés parce qu'ils ne seront pas directement impliqués dans les réponses apportées à leurs équipes. S'ils ont les marges de manœuvre sans être dans l'écoute, je ne vous fais pas un dessin, la démarche ne commence même pas. Ce qu'il faut, c'est à la fois avoir ce positionnement de manager au centre du jeu qui sait pratiquer l'écoute active et en même temps, et là, c'est là qu'on en revient à la strate au-dessus des dirigeants, qui a su déléguer, qui a su confier à un management de proximité les leviers pour les rendre à même d'apporter des réponses concrètes aux irritants dans leurs équipes. Je prends un exemple vécu dans des fonctions opérationnelles précédentes. Si on n'avait pas dans la boîte un modèle relativement décentralisé, somme toute, j'aurais été bien en peine en tant que chef de gare d'apporter des solutions à ma main lorsque j'avais rituellement les réunions d'expression des salariés où je fais un peu la caisse de toutes les doléances. Si j'avais dû en passer par des validations à 2, 3, 4 couches hiérarchiques supérieures, la crédibilité du manager que j'étais aurait été entamée. Et j'aurais beau faire preuve d'écoute, finalement, on aurait plus généré de la frustration qu'autre chose. En réalité, le pouvoir être dans l'action et la réaction quasi immédiate pour le manager face à des équipes, je pense que c'est vraiment la clé pour que la simplification soit incarnée. L'impulsion, elle vient d'en haut, mais l'incarnation, elle doit se faire en proximité, sur le terrain, par l'encadrement au plus près des équipes. Très bien. Alors, si tu me permets, une réponse très très courte de mon côté pour répondre à ta question sur cet aspect culturel. C'est pas toi que je vais la prendre. Ça commence par le haut, première chose. Deuxième chose, le temps de la culture, c'est pas le temps de l'organisation, c'est pas le temps des process, donc il faut du temps, et Christelle a insisté souvent là-dessus. Et troisième chose, c'est plus un message d'espoir. Oublions pas que il y a beaucoup de transformations culturelles qui sont dans les entreprises, qui sont pas forcément demandées par les collaborateurs. La simplification est demandée par les collaborateurs. L'oublions jamais, avec tous les freins qu'on a pu évoquer, elle est demandée. Donc c'est quand même une sacrée belle transformation culturelle euh, qui est générée par une demande des collaborateurs. Donc, n'oublions pas ça, c'est le message d'espoir et c'est un sacré moteur. Merci beaucoup, Marc. Je ne résiste pas à vous retranscrire la question de Julie qui vient avec la question des bénéfices de la simplification et qui nous pose la question de est-ce qu'il y a des KPI à observer de la simplification? Est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est du constat? Est-ce qu'on a des pourcentages dans un cockpit quelque part? Ça ressemble à quoi suivre le succès d'un travail, d'une démarche de simplification? Je peux commencer si vous voulez. Il y a, je pense, une réponse au cas par cas et puis une réponse d'ensemble. Le cas par cas, c'est le plus facile à traiter. Encore faut-il quand même se donner
le temps et les moyens de mettre en scène, de scénariser les victoires engrangées, mais c'est relativement facile à observer. Vous avez craqué un problème, on peut éventuellement le retester auprès d'un panel ou d'utilisateurs voilà, qui valident le fait que maintenant ça va mieux, et puis ensuite une petite communication pour le donner à voir. En revanche, la pénétration de la simplification de façon plus macro dans une grande entreprise, elle est évidemment bien plus difficile à appréhender. Notre parti pris, c'est de s'appuyer sur les enquêtes internes existantes. On n'a pas, c'est délibéré, voulu ajouter de questions spécifiques là-dessus, mais il se trouve qu'il y avait deux questions existantes qui, je pense, peuvent être des indices de la perception de la simplification. L'une qui est est-ce que l'entreprise incarne la valeur d'efficacité, hein, la simplification, on n'est pas loin de la notion d'efficacité, en tout cas elle doit y contribuer. Et puis l'autre qui était est-ce que les irritants du quotidien sont traités? Et on l'a aussi, la simplification, elle doit permettre d'apporter des réponses à des sujets irritants. Donc voilà, je pense qu'avec des outils, somme toute, assez simples, assez courants, tels que les baromètres sociaux internes, on doit pouvoir observer, mais ça peut prendre du temps, et puis il y a beaucoup de biais d'interprétation, mais on doit pouvoir se donner quand même quelques boussoles. Mais je pense que la meilleure reste le fait d'engranger des victoires au cas par cas. Très bien. Christelle, de ton côté? Je suis assez d'accord avec le côté à la fois macro-micro. Je pense que sur le côté macro, ce que je disais au début, il faut poser pourquoi on lance une démarche de simplification. Nous, on l'a fait pour améliorer la satisfaction des collaborateurs, améliorer la qualité de leur travail au quotidien. Donc ça, on le suit effectivement au travers de baromètres réguliers et on en a une mesure. Après, dans toutes les initiatives qui correspondent aux éléments qui sont remontés par le terrain sur les causes de complexité. Donc, tous les tests qui vont être faits pour lancer une nouvelle façon de fonctionner, eh bien là, effectivement, il faut qu'on puisse valider le bien fondé de ces changements avec les KPI qui vont bien. Et là, c'est du cas par cas parce qu'on peut... on peut agir sur le niveau de délégation, on peut agir sur le fait qu'un process soit plus fluide, sur le fait qu'on passe moins de temps à faire quelque chose, donc qu'on simplifie les reporting ou les réunions. Donc du coup, là, les indicateurs sont vraiment à poser au cas par cas. Et c'est parce qu'on voit l'indicateur bouger qu'on va pérenniser une action qu'on a testée, voire même l'élargir à un périmètre plus large de l'entreprise. Ok. On se rapproche de la fin de ce webinaire, donc je vais m'orienter un peu vers une phase de conclusion et je vais commencer par Marc. Marc, toi, tu as vécu, accompagné plusieurs projets de simplification des organisations. Est-ce que tu saurais nous donner en quelques minutes quelques points de piège à éviter, d'angle d'approche ou quelques tips pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui puissent repartir avec ça? Et puis ensuite, je vous laisserai peut-être Christelle, Bertrand, nous dire en 30 secondes quels conseils vous donnez aux gens qui nous écoutent s'ils veulent se lancer. Oui, peut-être 30 secondes pour moi aussi là-dessus, pas plus. On l'a dit plusieurs fois, et d'ailleurs c'est très lié à ce qui vient d'être dit sur la manière de mesurer la simplification, c'est-à-dire que on sait la mesurer de façon précise sur des initiatives données ou localement. Plus globalement, c'est une affaire plutôt de ressenti. D'ailleurs, qu'on a essayé de modéliser nous avec un indice qui permet aussi de comparer les entreprises entre elles. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que il faut, je reviens sur ce que dit Christelle, pourquoi on le fait? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut rentrer par le haut. Donc, nous, quand on fait des démarches de ce type-là, d'abord, et de façon exclusive, on ne travaille que avec le COMEX, parce que si le COMEX, collectivement, et si le COMEX un par un, n'est pas prêt en fait à accepter la simplification, et donc tous les petits tourments là dont on a parlé tout à l'heure, hein, tout ce qu'on doit accepter, tout ce sur quoi on doit lâcher prise, il se passe rien. Ensuite, il faut
comprendre en fait où sont un peu les maladies chroniques, parce qu'il peut y avoir des différences, il y a toujours des différences entre les entreprises, on peut trouver des invariants, j'en parlais tout à l'heure, mais quelles sont les maladies un peu chroniques qu'on va trouver de manière un peu générale, même si quand on parle général, on n'est peut-être pas exact sur ce qui se passe dans tel département ou dans tel service. Et justement, la troisième chose, c'est d'aller sur le terrain. Et je reviens à mes modes de fonctionnement, voilà, qui peuvent générer du reporting, qui peuvent générer des circuits de validation compliqués, qui peuvent générer des tas de choses. Mais ces modes de fonctionnement, ce que vivent les collaborateurs sur le terrain, ce que vivent les collaborateurs sur le terrain, c'est des interactions avec d'autres personnes, c'est des interactions managériales, c'est l'utilisation d'outils, etc. Et il ne s'agit pas de dire c'est les process, c'est l'organisation, c'est etc. C'est ma vie quotidienne. C'est là où je vais ressentir de la simplification. Donc le terrain, le terrain, le terrain. Merci Marc, Christelle, Bertrand, chacun a un conseil rapide à ceux qui voudraient se lancer. Je dirais qu'on a vu qu'il y a des invariants, mais il y a aussi énormément de spécifiques. Donc, je pense que pour se lancer, il faut bien se poser la question de pourquoi dans son entreprise on a envie de lancer cette démarche, à quoi elle va servir, sur quel type de périmètre on a envie de l'appliquer, et quel est le degré d'implication des collaborateurs qu'on souhaite obtenir, le temps qu'on se donne. Donc, du coup, est-ce qu'on a le temps de faire des choses progressives avec du test and learn ou pas? Enfin, je pense que ça doit vraiment être construit sur mesure pour faire écho aux attentes, faire levier sur les attentes, notamment des collaborateurs si elles existent. Et puis, pour être certain de réussir, construire quelque chose qui correspond à la façon enfin, aux moyens, aux ressources, au temps qu'on peut se donner dans l'entreprise pour réussir dans le projet. Donc, le sur-mesure est absolument essentiel. Et la méthode aussi. Donc, se poser la question du coup, de quoi on a besoin pour pouvoir conduire un projet qui, on l'a vu, est quand même en général assez ambitieux. Voilà, quelle méthode, quel appui, comment est-ce qu'on peut se donner toutes les chances de réussir. Merci Et moi, mon Christelle. dernier message, ce serait qu'on peut tous faire quelque chose pour simplifier, quel que soit son niveau. On peut tous contribuer pour soi et pour les autres, hein. C'est à la fois très altruiste et très égoïste comme démarche, mais il faut l'assumer. Ça peut être pénible, mais à la fin, ça fait du bien. C'est comme le grand ménage de printemps chez soi. C'est un peu rébarbatif au début, et puis on est tellement content de l'avoir fait après. Donc voilà, chacun a son rôle à jouer en matière de simplification. Merci beaucoup Bertrand pour ce mot de conclusion. Merci Christelle, merci Marc pour la qualité de ces échanges. Je crois on a brassé relativement large sur ce sujet de la simplification. J'espère que ceux qui sont connectés ont pris plaisir à vous écouter. Et puis en tout cas, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve dans les webinaires suivants de cette semaine de la transformation. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.